Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Si. Bonsoir. J'ai un peu écorché votre nom. Tout à l'heure, j'ai dit Alpha Momodou, c'est Alpha Amadou Si. Vous faites partie un peu des habitués de ce plateau. C'est, je pense, la troisième fois qu'on vous reçoit. Tout à fait. L'année dernière, on vous avait reçu lorsque vous avez sorti votre livre sur le 23 juin. Donc c'est un peu un cycle que vous clôturez sur les élections présidentielles et la période d'avant les élections de 2012. Vous avez dit que c'est vrai que les élections ont eu plusieurs aspects, avec d'abord les élections de 2009 qui ont été un peu le début de la fin pour le régime du président Wade. Après, nous avons eu ce que vous appelez, vous, je pense, et M. Mamles Camara qui a parlé de vote sans bulletin du 23 juin. Et ce cycle s'est clôturé avec les élections du deuxième tour du 25 mars 2012. Depuis lors, est-ce que vous pensez que cette dynamique est toujours en cours? Est-ce que vous pensez que le citoyen électeur, comme vous l'appelez, est toujours en état de veille par rapport à ce qui se passe? Mais je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Vous l'avez dit, c'est un plaisir de retrouver ce plateau. Ce qui atteste d'une régularité pour laquelle je dois vous féliciter. Vous êtes régulier, vous suivez les productions, c'est important de les rendre visibles. C'est aussi un grand plaisir pour moi de partager avec cette dame et ce monsieur qui donne une image de la jeunesse sénégalaise. Je vous félicite et vous encourage. Mais je me devrais avant tout, peut-être avec votre autorisation, de m'incliner devant la mémoire d'un de mes maîtres, Alassane Ndao, professeur Alassane Ndao, professeur de philosophie, premier professeur de philosophie de noir de l'Afrique francophone, premier doyen de la faculté de l'Université de Dakar. Donc, à tous ces étudiants, dont Mamles Camara et autres, je réitère mes condoléances et à toute l'intelligentsia sénégalaise. Vous avez raison, j'avais dit ici que le pouvoir citoyen s'exerce à des instants, à des séquences de la vie. Or, à mon avis, l'histoire en atteste, on a eu 3 séquences qui me semblent importantes. La première, vous l'avez dit, c'est 2009. Ça semblait anodin. Mais je dis que du jour où Abdoulaye Wade entra en scène et mis en avant le bilan de sa gouvernance, il avait transformé les locales pour en faire un référendum. Qui plus est, il avait mis en avant son fils à tort ou à raison. Une intuition d'un chercheur qui s'y hasarde, qui s'y aventure. Le 23 juin, on a plus ou moins collaboré, de pouvoir être dans la rue. Et là, on a vu les citoyens prendre en main leur destinée. Mais je vais dire ici que c'est des moments éphémères. Mais heureusement, le 25 mars l'a confirmé. Pendant la personne de Macky Sall. Ça, j'insiste. Évidemment, l'histoire, comme dit Hegel, se fait par des personnes, par des héros. Mais ce qui est important, c'est ce soubassement citoyen. Pour répondre à votre question, évidemment, cette dynamique, elle est éphémère, elle refait surface, elle disparaît. Par exemple, quand le 23 est très mou. Non, le M23 ne crée pas l'événement. Le M23 vient en appoint. On a beau agiter, il faut des facteurs subjectifs, objectifs. Maintenant, il faut déclencher. Ils ont un peu surfé sur la vague. Voilà, je donne un exemple. Je donne un exemple. Lorsque l'opposition a organisé une marche contre la vie chère, ça passait. Mais quand on y adjoint la libération de Karim, ça devient incohérent. Il y a des partis comme Réumi qui ne se reconnaissaient pas. Or, le Y'en a marre dont on entend parler, je répète, était un Y'en a marre qui avait débordé le peuple pour être même au sein du PDS. Et je cite Lamine Ba qui avait dit qu'effectivement, la coupe est pleine même au sein du PDS. Or, que nous montre la révolution en général, l'histoire en général, pour qu'il y ait révolution, qu'il y ait mutation, il faut que non seulement ceux d'en bas ne puissent plus supporter cela, mais il faut que ceux d'en haut soient dans l'incapacité de proposer autre chose. Parce que vous avez dit un peu quelque chose de très important dans le livre. Vous dites que, vous avez parlé un peu de Lamine Ba, vous dites dans le PDS, ceux qui avaient je ne dirais pas cette vision, mais ceux qui avaient compris, sont ceux qui étaient un peu contre la dévolution monarchique du pouvoir, c'est-à-dire la supposée... ce qu'on a dit que peut-être le président Wade voulait faire. Jusqu'à présent, peut-être il ne l'a pas dit de manière explicite, mais tous les actes qu'il avait posés sont des actes qui allaient dans ce sens-là. Ceux qui étaient contre cette supposée dévolution monarchique du pouvoir étaient ceux qui osaient dire non, c'était eux qui osaient aller un peu, qui ramaient un peu à contre-courant. Donc je ne sais pas si il y avait une corrélation entre ça et le fait que les gens étaient contre... Parce que tous les gens qui étaient un peu dans la même mouvance que le président, qui lui disaient « vous avez raison, allez-y, foncez », c'est des gens qui peut-être
n'était pas contre le fait que le fils puisse remplacer le père. Et c'est dommage, Alioune, qu'on ne fasse pas le bilan de ce qui s'est déjà passé. Mais on verrait effectivement que l'alternance du 25 mars est la défaite d'une ligne réaliste et lucide. Je ne suis pas du PDS que Dieu m'en garde d'ailleurs aux demandes. Je ne suis pas libéral pour un sou. Mais ils avaient raison de dire en 2009, attention les gars, camarades, si on perd Rufisque, on perd Kaolack, on perd Dakar, il y a problème. D'autres qui ont des visages que je cite, Iba Der Thiam, non, c'est pas grave. Et ça que j'appelle le fétichisme des chiffres. Les chiffres, c'est pour l'épicier, c'est pour le comptable. Mais pour la politique. On a fait ce qu'on veut avec. Oui, on a fait ce qu'on veut. Donc on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Et la ligne a été en fait enterrée. Et la conséquence, on l'a vu. Et Moussa Sy raconte. Il raconte qu'au soir du 23 juin, quand on a dit à Abdoulaye Wade qu'il y avait autant de personnes, il a dit non, mais on m'a dit il y a eu 150 personnes. Et d'ailleurs, Abdoulaye Wade l'a compris. Parce que si à la fin de son mandat, quand ce qui est fait déjà fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tout le monde. Il a remis les sous à qui encore j'ai oublié le monsieur, un monsieur étranger au PDS à qui il a remis les sous. Donc il avait compris que gars nous ko doon nax. Et puis il dit génn leen avec son franc-parler. xaalis bu leen fi indi bu ngeen liggéeyoon boobu ba léegi du demee ni mais justement. am na ñoo waxoon sa njëlbéen ga que nu doxee baaxul. da ngeen bare wax noppi leen. C'est ça l'intérêt. Parce que vous avez dit que lui, un renard de la politique comme lui, comment se fait-il qu'il n'ait pas perçu ça alors que d'habitude il était assez clairvoyant? Oui, il ne peut pas parce qu'il est dans le pouvoir. Il est clairvoyant comme acteur, comme opposant. Mais dans le pouvoir, il y a l'écran, il y a Mouniep, il y a Khamniep, on lui a fait croire ça. Partout on voyait 2 millions, 3 millions d'électeurs. Nous avons Mouniep, nous avons etc. Mais évidemment, même si nous avons comme dans Ndiombor là, bon, boy géopolitique, des fois ngay ñak, mu ñak. C'est ça l'histoire. Donc, est-ce que vous pensez que le fait que le fils soit incarcéré pourrait en faire un martyr? On voit parfois, on entend les gens dire oui, ça va en faire un martyr, qu'on va le rendre présidentiable. Sa maman qui dit que voilà, si on l'a mis en prison, c'est parce qu'il avait une vision pour le Sénégal. Est-ce que vous pensez que ça tient la route, ce genre de discours? Je n'ai en rire, nous était l'enjeu qui est le taille, donc je ne vais pas non plus en pleurer, mais je vais rester lucide de quoi. Parce qu'on oublie que les raisons pour lesquelles on a enfermé Abdoulaye Wade ne sont pas celles pour lesquelles on a enfermé Karim. Qui plus est, le grand désenchantement au niveau du PDS est lié à la personne de Karim. Ça c'est clair. Donc moi je ne suis pas un juriste, mais il y a une attente par rapport à Karim Wade. Que les choses soient claires. Mais est-ce que le pouvoir actuel n'est pas en train d'en faire une victime? C'est-à-dire que voilà, oui, quand on le met en prison, peut-être pas pour les bonnes raisons, et qu'on essaie de chercher les moyens de l'y maintenir, est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur stratégique en fait? Voilà, cette erreur, elle est plausible dans la mesure où, comme je veux vous l'expliquer. Les Sénégalais ne veulent pas qu'on enferme quelqu'un pour l'enfermer. Ils veulent qu'on l'enferme sur des bases claires. Pourquoi c'est important à lui? Parce que quand on est dans une république en gestation, comment convaincre les citoyens? C'est pas l'exemplarité des actes posés. Or, quand vous enfermez Karim, parce qu'il y a un peu d'olé, même s'il avait tort, effectivement, les gens vous désavouent. Donc les Sénégalais n'ont pas une animosité par rapport à Karim. Ils veulent que justice soit faite. On ne voulait juste pas qu'il soit le président de la République. Et on a montré ça, je pense, depuis le 23 juin, quand les gens pensaient que d'une manière plus ou moins légale, d'une manière plus ou moins juridiquement légale, le pouvoir pourrait passer entre ses mains, et c'est ce qui se serait peut-être passé. Les gens ont dit non. Et une fois qu'on a dit non et qu'il n'est plus président, ben comme vous dites, les Sénégalais n'ont aucune animosité particulière envers lui. Et mieux, je dis qu'en réalité, c'est même Abdoulaye Wade qui a forgé Macky Sall. Parce que le politicien qui n'a plus rien compris. J'ai dit, exemple, qu'est-ce qu'il dit à Tuaoulé ailleurs? Mais Macky Fan la Diar va gagner. Il n'a rien compris, Abdoulaye Wade. Il n'a rien compris. Et ça, l'histoire. Il n'a rien compris. C'est là où je voulais juste rebondir avant de donner la parole à mes camarades. Donc, est-ce que finalement, vous pensez qu'on a vu qu'il y avait le Benno Siggil Sénégal qui avait gagné les élections en 2009. Est-ce que 2012, ce n'est pas en fait l'échec du Benno Siggil Sénégal? Parce que comme vous dites, Macky Sall a été formé par Abdoulaye Wade. Est-ce que ce n'est pas un échec de l'opposition quand on sait que peut-être Macky, ce n'est pas tout à fait cette opposition qu'on pensait pouvoir créer une nouvelle alternance? Est-ce que ce n'est pas une alternance manquée en fait? Elle est par défaut. En réalité, et ça c'est propre à nos alternances en Afrique, c'est un homme de pouvoir qui revient au pouvoir. Reprenez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'alternance de 2000 n'était pas une alternance manquée. Ça, c'est une bonne alternance. Mais justement, mais l'alternance de 2012 est différente. Exemplaire dans la mesure où il y a une mutation de personnel, et relativement, parce que là aussi,
au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait de la tout ce qui avait plus ou moins trempé dans les affaires, on les a rappelés sur la pointe des pieds. Pire, on a fait des audits, un chantage politique. Regagnez le parti ou je vous enferme. Tout à fait. Donc moi, je suis intéressé par une histoire des audits. Parce qu'au temps de Senghor, on disait lutte contre les 10%. On sait, on en connaît l'issue. Avec Abdou Diouf, on a appelé quoi? On a appelé lutte contre l'enrichissement illicite. Il y avait un juge tout couleur qui était trop sévère, on lui a arraché le dossier. Aujourd'hui, les biens mal acquis, haute nomination, il y a moins de hargne, il y a moins de passion. Et c'est dangereux pour ce pays. Nina Penda. Je remercie et salue le travail de M. Alpha Madoussi sur ces élections. Comme vous l'avez dit, c'est une série. Et des dates importantes sont notées dans cet ouvrage, qui est pour tout chercheur, pour tout élève chercheur, une référence parce que toutes les règles qui doivent être appliquées quand on fait un travail de recherche sont mentionnées, sont dans l'ouvrage. Et je vous félicite pour le travail. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné les élections de 2007. La présidentielle de 2007, vous en parlez, mais à la limite, vous nous en parlez brièvement sans pour autant nous expliquer ce qui s'est passé en 2007. Et j'estime qu'en 2007, quelque chose de très important s'est passé. Il y a eu un boycott, la présidentielle a été reportée, le fichier a été critiqué et nous n'avons pas eu de second tour dans cette élection. Et à la limite, au lendemain, toute la classe politique était bouche bée. Les gens disaient peut-être dîner voté. Comment Abdoulaye Wade a fait pour être réélu? Je m'attendais à voir cette date également dans votre ouvrage. Je ne sais pas, ça a été une petite déception, pas une grande, mais une petite déception de n'avoir pas vu cette date. Et des passages très importants, quand vous nous parlez de ces termes utilisés, en nous disant, voilà cette nouvelle façon que certains des mouvements politiques ont eu de dire, voilà, nous n'en pouvons plus, nous avons une façon de le dire. Pourquoi vous avez choisi de mettre dans cet ouvrage et de travailler de manière très, très analytique sur ces termes utilisés par certains candidats? Je vous remercie, j'aime bien les fleurs, madame. Quand elles viennent de belles femmes comme vous, madame, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mais heureusement, vous serez moins déçus si je vous apprends que j'ai consacré une partie, parce qu'il n'y a pas de saga. Le livre de 2009 s'ouvre par quoi? Ce que j'appelle la parenthèse citoyenne. C'est le premier chapitre du livre consacré à 2009. Donc c'est déjà réglé. Je vous renvoie à ce livre-là. Maintenant, pour Fekke Mati Bolé, vous savez, aujourd'hui, nous souffrons de notre puissance d'hier. La puissance de Benno Yakar, c'est que nous ne pouvons pas être ben. Mais dès l'instant où le pouvoir est là, nous sommes. Donc je veux montrer que Fekke Mati Bolé, ça montre quoi? L'urgence. Donc ça veut dire quoi? Aucun candidat n'est dans le projet. Et j'avais dit dans le livre de 23 juin que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait une réédition et qu'à chaque année qu'on dise Nadam du programme. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans Benno Yakar, c'est les conséquences de la victoire mal faite, mal acquise d'hier. Donc vous avez raison. Pour comprendre 2009, il faut aller à 2007. J'y suis allé et je vous demande de bien vouloir lire mon livre sur 2009. Vous verrez que vous serez moins dessus. Du moins, je l'espère pour vous. Ce sera fait. Ce sera fait. Juste revenir sur quelques passages quand vous nous parlez de ces élections et de comment Abdoulaye Wade percevait ces différentes dates, comment elles ont été analysées. Vous nous dites en mars 2009, c'est le feu de paille, le 23 juin, c'est du vent, le 25 mars, c'est la main de Dieu. Oui. Avec une telle disposition d'esprit, il ne pouvait ni voir la cassure avec son peuple, ni en interroger l'origine. Et vous pensez jusqu'à présent qu'il ne s'interroge pas, qu'il n'a pas compris pourquoi Macky Sall en est arrivé à être président de la République du Sénégal, parce qu'il nous disait déjà que Macky n'ose pas se présenter contre moi. Jusqu'à présent, il n'a pas compris. Parce qu'il y a deux choses. Il dit que Macky ne peut pas, une seule fois, se présenter et être président. Deuxièmement, moi, Abdoulaye Wade, j'ai mis 26 ans de galère. Et lui, il vient, ce gosse-là, il veut... Non, c'est pas possible, il est con, tu vois. Et j'ai dit même, ce qu'il a dit, c'est une affection. C'est-à-dire,
C'est comme si ça m'a donné Théel Mouniel. C'est même pas une animosité. L'affection est réciproque. Hein, elle est réciproque. Le président aussi a beaucoup d'affection. Donc pourquoi il ne comprend pas ça? Parce qu'il est dans le champ du pouvoir. Le champ du pouvoir, c'est une autre dialectique, une autre logique. Il y a des œillets, il y a des écrans. Il n'a pas compris que ce peuple a faim. Il n'a pas compris que ce peuple, nadam, c'est pas seulement les Yanamar, c'est pas seulement des enfants, mais même dans les maisons. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils sont sortis le 26 février, qui ont voté contre Wade, n'étaient pas dans les rues. Et ils sont plus importants. Ce message, comme dit Manus Camara, ce vote sans bulletin, il ne pouvait pas comprendre ça. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Les acteurs de l'histoire, qui sont intéressés, comme dit Hegel, ils sont mystifiés par leur propre projet. Et après coup, ils réalisent que c'était ça. Peut-être Abdoulaye Wade, si on donne encore Dieu lui donne longue vie, dans 10 ans, il comprendra son erreur. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris pour Khaled Bidar. En tout cas, vous le décrivez très bien. Vous le décrivez très bien, cet état d'esprit. Et je renverrai à la page 73 où vous nous expliquez de manière très claire ce qui s'est réellement passé et comment Abdoulaye Wade percevait cette victoire de Macky Sall en 2012. Dites-moi, les coalitions, vous pensez que c'est une grosse arnaque, comme disait notre cher ami Malik Noël Seck aujourd'hui, vu l'état des choses et comment ça se présente actuellement? C'est une arnaque, c'est très simpliste. Vous savez, l'histoire, quand elle se meut, elle ne commande pas aux hommes. Du moins, on ne connaît pas l'histoire, mais il se peut dire dans mon livre qu'en réalité, en se présentant avec son mandat de trop, il nous a fait reculer de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à reconquérir ce qui était censé être réglé par la première alternance. On revient donc à la case départ de 2000. Mais cette coalition, elle s'est imposée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait un peu le malheur de Bokk Benno Yakar? C'est de s'entêter pour trouver un seul candidat de l'opposition. Benno Siggil Sénégal. Voilà, il fallait 3 pôles. Signifie après. Un instant, maintenant, comme on dirait, après, nous connaissons. Comme vous l'avez si bien dit, ils ont fait croire aux gens que c'était possible, alors que tous les gens avertis savaient que c'était pas possible. Ils se sont décrédibilisés. Voilà. Et ce qui a fait qu'ils ne sont pas présents, ce qui fait que Moussa Fagnas ou Tanor n'est pas présent. Parce que s'ils étaient cohérents et conséquents depuis le départ, un des deux serait forcément président de la République actuellement. Et là, l'avantage, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que l'un d'eux soit prêt, mais on aurait des débats intéressants. On a une véritable alternance. Voilà. Mais là, on a eu droit à un non-débat. La preuve, quel est le mérite de Macky Sall, entre autres? C'est l'un des rares à avoir fait toutes les régions. Le programme politique, le programme politique. Moi, c'est ceux qui combattent aujourd'hui et qui disent oui, Macky doit tout reprendre. Mais ils n'ont rien compris. Macky est obligé de composer. Dans la mesure où, j'ai un simple rappel historique. Le parti de Macky est né en 2008. Un bébé qui n'a même pas de jambes est interpellé par les assises nationales. Par exemple, il est interpellé par quoi? Par les locales 2009. Par exemple, il y a les élections. Cet enfant n'a pas encore les os solides pour mon dag de santé, donc il faut gérer. Et Macky le comprend. Et ce qui sauve le Sénégal, c'est que Macky le comprend bien. Parce que je dis que dans le Sénégal d'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Les militants qui se battent pour que Macky gagne, c'est un fait. Mais ce militant qui a fait que Macky a gagné, est-il outillé techniquement pour gouverner, pour être ministre? Mais parce que lui, je pense que c'est l'un des présidents au monde qui est le mieux outillé peut-être pour être président de la République. Il a presque tout fait, à part être président de la Cour suprême. Et il a été directeur de société, il a été ministre de l'Intérieur, ce qui est important. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas un président au monde qui serait peut-être mieux outillé que lui pour être président de la République. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'il peut manager... Oui, outillé techniquement, mais pas de la vision, il n'y a pas de rupture. C'est les mêmes qui reviennent. C'est une oligarchie, comme dit mon... On vous dit, oui, dans le palais... Il y en a qui ont une part de Macky. Mais c'est toujours les mêmes, depuis que nous sommes jeunes, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas créateurs, ils ne portent pas de projet, ils n'ont pas d'idées, ils ne discutent pas. Oh, la République, c'est la Respublica. On doit en discuter, on doit analyser, on doit proposer, on doit être créatif, on doit être courageux, on doit être républicain. Merci, madame. Professeur Amadou-Sy, bonsoir. Bonsoir. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de vous lire pour une double raison. La première, c'est que vous êtes un professeur émérite de philosophie et que moi-même, à titre personnel, je suis un drogué de philo, en ce qui me concerne. Et au-delà de l'analyste politique que vous êtes, on sent, et là je vais faire une remarque sur la forme dans l'ouvrage,
le regard d'un philosophe, d'un ami de la sagesse qui, avec son logo, s'essaye d'analyser la participation à la vie de la cité, ce que signifie Politeia évidemment, sous l'ère africaine et à l'heure africaine d'aujourd'hui. J'ai eu un sentiment à la fois schizophrénique, je pourrais le qualifier comme ça, parce qu'il y a eu un petit peu d'euphorie en lisant cet ouvrage, le regard d'un Africain ou d'un panafricain qui essaye de trouver un exemple de ce que pourrait être une prise en charge de son destin par le peuple et pour le peuple, et qui pourrait servir de schéma de société ou d'activisme politique pour tous les autres pays d'Afrique subsaharienne ou même d'Afrique du Nord. Donc, dans la forme, différents chapitres nous sont présentés qui nous permettent de nous insérer et d'avoir une certaine immersion dans le logo, c'est dans le paradigme sénégalais lors de cette période d'insurrection politique et citoyenne. Mais je parle de schizophrénie parce que, au final, il y a aussi une profonde inquiétude que j'ai eue en lisant votre ouvrage, et en ce sens, j'invoque et je voudrais même convoquer le philosophe qui est en vous pour qu'on puisse essayer de dessiner, dresser une esquisse de réponse par rapport à la situation que nous vivons. Vous parlez de triomphe de la volonté populaire. Et j'ai envie de lier, si vous me permettez, professeur, la révolte et la colère et la douleur du peuple sénégalais à celle que l'on a pu trouver, par exemple, en Afrique du Nord, lorsqu'on nous a parlé du printemps arabe, avec une certaine lassitude, une certaine fatigue, un certain désespoir créé par une certaine oligarchie, pour reprendre ce mot que j'aime usiter à foison, qui agit pour elle, par elle-même et pour des intérêts exogènes, j'ai envie de dire, et non pas endogènes. Cette colère, un peu partout du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, a abouti, et vous la décrivez clairement dans votre livre, au final sur un raisonnement qui est « nous ne voulons plus de quelqu'un, nous sommes contre, il y en a marre d'eux ». Mais la volonté populaire ne doit pas être systématiquement dans le contre, mais doit être aussi dans le pour. Et on a l'impression, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, que, au final, on a été spectaculairement efficace pour exprimer notre fatigue et notre refus de revivre un certain chapitre, mais que le peuple n'a pas été dans cette capacité de dessiner une lecture politique qui lui permette d'avoir véritablement une alternative ferme et froide. Parce qu'on peut se plaindre du fait que Macky Sall est formé et l'étudiant limite modèle d'Abdoulaye Wade. On peut se plaindre qu'au final, il n'y a pas, comme vous le dites très justement, de rupture avec la politique d'antan de celui qui l'a formé quasiment de A à Z sur le terrain politique. Mais nous sommes, quand je dis nous, j'essaie de m'insérer dedans en tant que panafricain, nous sommes responsables du fait de l'avoir mis au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que, plutôt que triomphe de la volonté populaire, on devrait plutôt essayer de faire une introspection pour voir ce qui a manqué dans notre capacité d'analyse politique pour être capable de proposer une véritable alternative et avoir un candidat peut-être, sans s'opposer systématiquement à Macky Sall, ça n'est pas la question, qui aurait été véritablement le fruit et l'expression de ce changement. Parce qu'au final, on a été dans le contre, mais on n'a pas été dans le pour. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les révolutions arabes. Le printemps arabe, comme on l'appelle très souvent, qui en réalité est rien d'autre que le printemps d'une oligarchie qui a remplacé une autre. Il n'y a pas eu de changement de fond. C'est-à-dire que la colère du peuple, c'est une révolte qu'on a vue, mais ce n'a pas été une révolution. Quel est votre point de vue dessus? Est-ce que vous pensez véritablement que c'est le triomphe de la volonté populaire ou au contraire que c'est l'illustration que le peuple manque encore de maturité politique pour être capable de passer du statut de révolte à celui de révolution? Mais je vous remercie, c'est à moi de vous envoyer maintenant des fleurs pour ces mots fort aimables à mon endroit. D'autant plus que j'aime trop la philosophie. À 5 mois, je n'aime pas comme dit politologue ou je ne sais quoi, moi je suis philosophe. Donc que vous ayez trouvé dans mon discours, dans mon écrit, cette partie moi qui est la philosophie, ça me rassure. Je n'ai pas trahi ma discipline que j'aime. Clairement, en tout cas, elle est visible. Je l'assume. Cette passion dont vous parlez. Mais au monde, on ne fait rien sans passion. Elle nous galvanise. Elle nous donne des raisons de croire en demain, en l'espérance. Et ça qui fait que, quels que soient les tumultes du moment, on dit mon nek. Ça c'est important. Et long, quand il perd cette capacité de rêver, il n'a plus cette passion qui corrobore et qui fait que le rêve devient réalité. Ces gosses, ces Sénégalais ont dû rêver pour amener le Sénégal là où ils l'ont amené. Donc vous avez raison. Mais je dis, quand on analyse aussi, on s'en tient à la réalité. Mais cette réalité, elle n'est pas belle. Elle n'est même pas rassurante quelque part. Mais je vous renvoie à deux images. J'aime bien l'art.
Je vous renvoie à Gelwaar, Samuel Ousmane. À la fin du film, c'est les gosses qui ramassent. Ça veut dire quoi? Ce que nous regardons aujourd'hui. Demain, ils vont porter l'espérance à des niveaux insoupçonnés. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du monde demain. L'autre exemple, regardez le film, le clip de Ismaël Lo, Africa, qui ramasse l'Afrique en morceaux. C'est l'arme de la femme. Ces enfants qui tirent et qui ramènent l'Afrique pour qu'elle soit unie, c'est encore les enfants. Donc moi je parle aux enfants, je parle aux critiques et pour qu'on comprenne pourquoi on en est là. Maintenant vous avez bien compris que ce n'est que l'étape 1. L'étape 2, c'est pas seulement vous, c'est pas seulement moi, mais c'est nous tous. Mais maintenant, dernier élément de réponse à votre pertinente remarque. Si vous avez regretté comme moi ou constaté cette sorte d'impuissance, c'est parce que la démocratie, dans sa formulation originelle, n'est pas seulement un assemblage d'institutions et le fait de voter. Mais comme on dirait en Wolof, l'ikalal, c'est l'esprit républicain. Mieux, c'est les lumières, la culture et le savoir. Or, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui règne au Sénégal? Ce qu'ils appellent LMD, lutte, musique, danse. C'est ça le problème. Mais on en voit l'illustration justement dans cette impasse politique. On ne fait que danser. Et ça, il y en a qui rigolent, mais ils dansent aussi. Mais le problème, c'est que par rapport à son inquiétude, ce qu'il demande au peuple, moi je pense que c'est un peu aussi le rôle des élites. Exactement. C'est-à-dire c'est aux élites de proposer. Parce qu'il dit qu'on dit contre, on est contre, mais on doit pouvoir dire pour. Mais est-ce que c'est le rôle du peuple aussi de pouvoir dire parfois pour? Mais le problème, c'est que parce que si on prend l'exemple de ces élections-là, on ne peut pas choisir en dehors des candidats qui étaient présents. Et or, on sait que le Benno Siggi Sénégal s'est fourvoyé tout seul et ils ont explosé en plein vol. Et ça, ils étaient responsables. Ils nous ont privés peut-être d'un président qui aurait amené une rupture. Au deuxième tour, nous n'avions plus le choix. Vous l'avez bien dit, comme Cheikh Tidiane Gadio l'a dit, vous l'avez dit dans votre livre, il a dit que si Abdoulaye Wade ne s'était pas présenté, on aurait eu une autre élection, on aurait eu le choix on aurait eu le choix entre plusieurs peut-être jeunes qui auraient pu faire avancer les choses. Si tu permets, si le professeur Amadou-Sy le permet, je pense quand même qu'il est important ce début du XXIe siècle. Je suis convaincu que le professeur me donnera raison sur ce point, qu'on cesse un minimum de tout mettre en termes de responsabilité sur le dos des élites. Parce que le fait de tout mettre sur le dos des élites fait que si on tombe sur une figure providentielle, un de ces quatre, comme ça peut être le cas à une certaine époque, des Lumumba, des Sankara ou des Charanta dans d'autres secteurs d'activité, lorsque ces derniers partent, on devient orphelin de leur pensée ou de leur réflexion. Le peuple, et ça c'est peut-être la genèse même de cette notion politique, participation à la vie de la cité, il n'est pas nécessaire d'être une élite pour participer à cette vie de la cité. Mais le peuple doit apprendre, je le pense, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, à avoir une meilleure lecture politique, à s'insérer encore plus, à s'intéresser encore plus au rouage de cette politique, pour être capable de proposer et de forcer certaines personnes qui pourraient être véritablement des voies d'alternatives. Les forcer à se présenter. Exact. Je pense qu'à un moment, il y a des personnes dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la politique, cher professeur, qui n'avaient pas forcément décidé au départ de se présenter en politique, mais qui, avec le soutien et la pression populaire, ont décidé d'y aller. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Aujourd'hui, on a des gens qui voient la politique comme c'est un business, au final. Pour être le plus riche, pour être le plus grand administrateur, on devient... Tu demandes vous demandez à beaucoup d'étudiants, moi je veux faire de la politique, moi je veux être ministre, moi je vais être... Mais je donne un exemple pour corroborer votre propos. Quand Macky est revenu de je ne sais où, et le problème des inondations, il a renvoyé le Sénat. J'ai rendu compte, j'ai analysé, j'ai dit que tout le monde attendait, ça part du gâteau. Il a compris cela, il dit oui, je regrette ça. Donc, mais néanmoins, le peuple a beau vouloir décider, mais un peuple ignorant ne peut pas décider. Exactement. Donc, le rôle de l'État, le rôle de la société civile, des élites, est de donner à ce peuple ces lumières, qui sont des outils maintenant pour que le choix soit possible. Mais donne à ma mère illettrée le programme de Yono Yokouté. Mais comment regarde le débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est des députés qui passent à côté. Mais la question, cher professeur, c'est il nous faut aussi définir quelles sont les élites aujourd'hui. Quand on parle d'élite, vous êtes une élite sur le terrain intellectuel, que vous l'appréciez ou pas, à partir du moment où vous faites œuvre de votre savoir et de votre connaissance, vous êtes une élite.
Le fait que nous soyons autour de ce plateau et que nous soyons regardés par un certain nombre de gens, un nombre extrêmement important de gens, nous avons une responsabilité aussi. Et je veux dire que je pense véritablement que la population africaine aujourd'hui, et je veux aller extrapoler, je vais aller au-delà même du simple cadre sénégalo-sénégalais, a ce devoir de comprendre que politiquement, qu'intellectuellement, on a une responsabilité. On doit cesser de se comporter toujours comme les victimes d'un gouvernement incompétent, parce que si ce gouvernement est à cet endroit, c'est que nous avons cette responsabilité aussi, et vous l'illustrez parfaitement dans votre ouvrage. C'est ça mon attitude. Avant de passer à la revue de presse de Guigui, peut-être qu'il y a nos champions qui veulent intervenir. Il y a Ami. Je vous remercie d'abord de l'invitation et je dis aussi bonjour au public. Et aussi saluer la brillante prestation du professeur Alfassi. Et je lui ai dit que je ne manquerai pas de me procurer son ouvrage pour le lire. Et je pense déjà, j'ai eu un avant-goût avec les échanges qu'il a eus tout de suite avec les chroniqueurs. Félicitations, professeur. Merci. Abdoulaye. Ouais, avant tout, je vous remercie de m'avoir invité, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de participer à ce genre d'émission. Je le dis parce que, qu'à je le dise ou pas, on fait partie du sport de, je peux dire, 2e ou 3e catégorie. Au Sénégal, au Sénégal, voilà, au Sénégal, je le dis bien. Parce que mais c'est surtout, il n'y a que vous qui amenez les médailles, qu'on vous considère. Non. Il n'y a que les arts martiaux qui amènent les même en athlétisme, on a réussi quand même à avoir une championne du monde, avec Bakecham et tout ça. Mais le gros des médailles, c'est vraiment les arts martiaux. C'est vrai. Mais voilà, donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir aussi de partager le plateau avec le professeur et Kémy aussi. Ça m'arrive aussi de regarder sur YouTube ce qu'il fait. Et je respecte beaucoup, parce que je pense que dans l'Afrique d'aujourd'hui, il nous faut des jeunes comme ça pour faire avancer les choses. Même si, je le répète, je ne le cache pas, je n'ai pas fait beaucoup d'études, je me suis arrêté vraiment pas loin, mais quand même, il y a des choses qui m'intéressent, parce que pour moi, en tant que jeune, et un instant, il va falloir s'y mettre tous, pas uniquement ceux qui sont allés loin à l'école ou pas. Parce que, un instant, peut-être que moi aujourd'hui j'apporte quelque chose dans ce pays en faisant ou pas beaucoup d'études. Donc c'est pourquoi ça me fait plaisir d'être là. Sur ce qu'il a expliqué, moi juste, ce qui m'a le plus touché dans le discours, c'est la participation de la jeunesse à cette période-là. Parce que quoi qu'on dise, on a beau parler du Benno Siggil Sénégal, de tout ça, mais un instant, quand il fallait sortir dans la rue, les premiers à être dans la rue, c'est la jeunesse sénégalaise. Et ça, j'aimerais qu'on les mette plus en avance. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Et après, je vais avancer au fur et à mesure par rapport à ce qui m'a dit. Professeur. Oui, mais je les remercie parce que voilà, je les tiens en haute considération. Même pour le cas pour madame, je parle sous le contrôle d'Alioune Ndiaye. Dans le 23 juin, il y a tout un chapitre consacré à Y'en a marre. Donc c'est important. Par de la Y'en a marre, il y a les jeunes, mais il y a ce discours des jeunes, comme ce Bob, c'est important. Au moment où il y a des émigrés, donc se battre pour être utile dans son pays, c'est important. Mais je suis souvent d'Aradi, quand il dit l'éducation mambayor, c'est important que nous et je disais à Madame Toine que ces valeurs que défendent ces jeunes, elles sont universelles. Solidarité, amour de l'autre, hospitalité, entraide, c'est universel. Donc je les remercie pour ce manque d'attention et de sympathie. Donc nous allons tout de suite passer à la revue de presse de Guigui. Juste pour terminer cette première partie. Bonsoir chers téléspectateurs de la 2STV, bienvenue dans votre rubrique revue de presse. Mais avant de passer à la revue de presse, comme d'habitude, on va procéder au quiz invité. Bonsoir, monsieur Si. Bonsoir. Alors, on vous connaît comme spécialiste des élections. Donc, je vais vous poser 4 questions. Vous allez essayer de répondre. La question numéro 1, c'est à savoir à quelle date s'est tenue
le premier tour des élections en 2012? 26 février 2012. Bravo, c'est vrai. Réponse exacte. Donc pour la deuxième question, et le second tour en 2012? 25 mars. Bravo, 2 sur 2. Question numéro 3. Quelles sont les dates du premier tour et du second tour en 2007? Premier tour. 25 février. Oui. Et second tour? 5 mars, non? C'est une question piège, ça. Il n'y a pas de second tour en 2007. Il n'y avait pas de second tour. J'ai vu du deuxième, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas là. Absolument. Dans mon intervention tout à l'heure, je vous disais qu'en 2007... Depuis 30 ans, je pose des questions. Moi, je pose des questions. Voilà. Mais quand même, c'est 0,5 ans. Donc, ça fait 2,50. Alors, pour la quatrième question. Quelle est la date des élections en 2013? En 93. À 93, oui. 19 mars? Non. Présidence 1993? Oui. Ah, ça c'est 2000. Ça, vraiment, j'ai oublié. Il y a longtemps. 93. C'était au mois de février. 25, 24, 23, Ouais, 22, ouais. février. 22, après c'est 21. Ah ouais, j'ai trouvé alors. C'est dans le lot. Non, c'est dans la fourchette quoi. Bravo, mais si. Donc, je vois que vous avez combien? 3,50. Donc, sur 4. C'est bon? Bon, relativement. Voilà. Merci bien. Restons toujours avec les élections pour parler, monsieur, si des bavures policières ou crimes, selon l'appréciation, qui ont eu lieu durant la période électorale et dont vous parlez dans votre livre. Et ce qui est dommage, c'est que sur ce domaine, en tout cas, il n'y a pas eu de rupture. Vous avez sans doute entendu parler d'un fait qui a défrayé la chronique. D'un fait, oui, qui a défrayé la chronique. Il s'agit de la mort d'un jeune apprenti, Ibrahima Samb, à Mbacké, alors qu'il était entre les mains des policiers de la localité. Donc, après le scandale, les policiers dealers, donc c'est autour des policiers tueurs. Je m'en excuse de cela. Et c'est pourtant eux qui sont censés nous protéger. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais c'est à regretter. Parce que, comme je disais tantôt, la République doit éviter par des actes exemplaires. Donc la répression, si on parle l'arrêt tout à fait, il y a un minimum d'éducation citoyenne, sensibiliser. Quelles les conditions d'un dialogue et que la répression soit en fait la dernière mesure. Mais la vie d'un homme étant plus précieuse, que l'État est censé être garant de la vie des citoyens, de tous les citoyens. Donc encore que l'apprenti apparemment n'a même pas fait un acte qui serait digne d'une répression quelconque. Parce qu'on dit qu'il a le cou cassé, des trucs comme ça, c'est assez grave. Mais est-ce que vous ne pensez pas, je ne sais pas ce que les champions vont me dire, moi je pense que peut-être parfois les policiers ne sont pas bien formés. Parce qu'il faut savoir non seulement se défendre, mais il faut savoir arrêter un individu, le maîtriser. Et ce qui est plus difficile même que de se défendre, c'est de savoir maîtriser quelqu'un. Est-ce qu'ils sont bien formés? Parce qu'on a vu un peu ce qui s'est passé aussi à Kédougou. Lorsque la personne aussi qui a été tuée, on dit qu'ils sont venus à 3 et qu'il était un peu peut-être costaud, ils n'ont pas pu le maîtriser, ils sont venus en renfort. Et quand ils viennent en renfort, avec du renfort, là c'est pour vraiment essayer de bastonner la personne au lieu de la maîtriser. Est-ce qu'ils ne devraient pas se former, prendre des gens, des karatékas, des gens comme Sensei pour maîtriser et se maîtriser aussi. Oui, mais quand on apprend en général à se battre, on a confiance en soi, on sait comment maîtriser un individu. Et là on parvient à se contrôler. Mais lorsqu'on est, on se sent faible devant quelqu'un de plus costaud, ce qu'on fait, c'est on le tape dessus, voilà, on est en excès. Je crois que ce qu'ils ont mis en avant, c'était plus la colère qu'il fallait corriger. Oui. Parce que dans toutes les écoles... Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Ami? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut savoir par rapport à ça, à l'une, ils apprennent à maîtriser la foule, comment... Je ne pense pas, un contre un, est-ce qu'ils sont vraiment bien formés? Parce que ce sont des choses qui... C'est-à-dire qu'il faut...
la répétition, il faut toujours s'entraîner, toujours s'entraîner, toujours s'entraîner. Est-ce que, voilà, est-ce que les gens ils le font? Ils sont toujours dans la rue en train de appréhender les automobilistes, mais est-ce qu'ils s'entraînent vraiment? Attention avec la police. Non, mais c'est vrai, parce que je veux dire qu'il faut s'entraîner, il faut savoir maîtriser quelqu'un. C'est ça, c'est non seulement attaquer, mais défendre pour minimiser l'agression, je crois. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. Non, moi je pense pas. Au contraire, moi je pense pas qu'ils sont foncièrement méchants. C'est ce que je dis. Ils sont pas foncièrement méchants, mais il faut savoir, il faut savoir maîtriser quelqu'un d'agressif ou bien quelqu'un qui vient vers vous pour vous attaquer. Il faut savoir comment le maîtriser. Et ça, quand on le sait pas, on a tendance à en faire trop. Ou bien c'est s'y mettre à plusieurs pour maîtriser quelqu'un et forcément on le bastonne, on le tabasse. Et parfois on le tue. En tout cas, moi, de l'expérience que j'ai vécue, que je vais partager avec vous, c'est que moi, j'ai été au centre de formation tactique de Thiès, où on forme tous les corps de l'armée, donc des forces de sécurité, qui doivent faire tout ce qui est maintien de l'ordre, les opérations de maintien de la paix un peu partout en Afrique. Ils sont formés pour ça, même pour le droit international. Ils sont formés, ils savent ce qu'ils doivent faire, quels sont les droits de l'individu qui est en face de nous, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Mais malheureusement, au Sénégal, nous avons une police ou une armée qui a une belle réputation hors de nos frontières, qui font un excellent travail que tout le monde salue, mais malheureusement, on vit des bavures policières dans notre pays. Toutes les semaines ou tous les ans, on a quelqu'un qui est mort dans les commissariats de police. Imagine ce jeune qui a fait 48 heures dans un coffre de voiture. C'est grave, c'est très grave. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Personne ne peut vous dire voilà ce qu'il a fait de façon exacte pour qu'il puisse subir une telle punition. Il n'y avait même pas de raison pour que ça se passe ainsi. Mais on ne sait pas exactement comment s'est passée l'histoire, mais je persiste à dire que parce que ce sont les corps d'élite qui sont formés, la BIP, peut-être le GIGN, mais même les policiers qui sont un peu dans les commissariats doivent être formés aux techniques de combat. Il nous faut une police citoyenne. Et ça manque au Sénégal. Il nous faut une police citoyenne. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, c'est eux qui sont censés nous protéger. Alors, je vais continuer ma revue de presse de ce soir par un événement vraiment bouleversant qui nous concerne tous en tant qu'Africains, monsieur Sy. Donc, âmes sensibles, abstenez-vous, car ça paraît incroyable, mais vrai. Il s'agit du naufrage d'un bateau de clandestins au large de l'île italienne de Lampedusa. Un naufrage qui a fait plus de 360 morts. Et je pense que ce genre d'événement, franchement, monsieur Sy, ne nous honore pas en tant qu'Africains. Et ça donne l'occasion à certains spécimens comme monsieur Éric Zemmour, l'occasion de déverser leur bile sur les Africains. Regardons un extrait de iTélé. La régie, si c'est prêt. Est-ce qu'on doit avoir honte, Éric Zemmour? Écoutez, quand on voit ça dépend de quoi. On doit sans doute avoir honte, mais ça dépend de quoi. D'abord, évidemment, quand on voit des gens mourir, c'est toujours triste. C'est évident. Maintenant, il faut essayer de voir le problème plus globalement. Il faut voir que, en fait, on devrait avoir honte. L'Italie devrait avoir honte, l'Europe devrait avoir honte d'avoir laissé croire à ces gens qu'ils pouvaient venir, qu'ils seraient accueillis, que une fois qu'ils auraient passé la mer, ils auraient tous les droits de venir en Italie, en France, qu'ils auraient tous les avantages sociaux, qu'on mettrait leurs enfants à l'école. Vous avez le sentiment que l'Italie et l'Union européenne fait croire à ces gens que c'est porte ouverte? C'est pas qu'il fait croire, c'est la vérité. C'est porte ouverte. Mais évidemment que c'est porte ouverte. Soit on estime, je répète toujours la même chose, soit on estime que la planète est un unique pays et que tout le monde a le droit de s'installer où il veut. Soit on estime qu'il y a des nations, des pays, des lois, et dans ce cas-là, ces gens-là sont des envahisseurs, puisqu'ils ne respectent pas les lois et qu'ils envahissent un pays sans autorisation. Donc ils prennent leurs risques. Maintenant, c'est effectivement la honte, c'est que c'est aux États européens d'oser dire, voilà, vous n'êtes pas les bienvenus, vous êtes pour nous des envahisseurs, on estime qu'on ne veut plus accueillir, on ne veut plus vous accueillir.
Et on en a le droit, légitimement. Nicolas Doménac, donc attendez, j'ai pas fini. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut leur l'expliquer, leur dire voilà, vous n'aurez plus le droit quand vous viendrez de rester, vous n'aurez plus le droit aux prestations sociales, vous n'aurez plus le droit à la CMU d'être soigné gratuitement, vous n'aurez plus le droit de mettre vos enfants à l'école, ils viendront plus. Alors, juste Éric Zemmour, et puis on passe au sujet d'après, est-ce qu'il faut les aider chez eux? Mais ça fait 40 ans qu'on dit ça, qu'il faut les aider chez eux. Alors, Charles Pasqua, en 86, disait déjà ça. On va régler l'immigration en les aidant chez eux. C'est un mythe, parce qu'ils ont des élites corrompues qui détournent tout l'argent. Hein, et que simplement toute l'aide. Donc on fait rien. Donc si, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Il faut les renvoyer chez eux. Il faut les renvoyer chez eux. Compris, il faut mais moi je pense que ça réglera tout ce qui rien. les attire ici. Mais bien sûr. Pas d'applaudissements, hein, c'est où, hein? Je ne sais pas, professeur, ce que vous en pensez, avant de donner la parole à l'ami de Zemmour, là, Éric. Moi, je crois que c'est bon que les gens s'indignent. C'est humain. Il faut développer la capacité d'indignation. C'est citoyen à la limite. Mais sans n'arrêter à ce niveau, c'est hypocrite. Parce qu'on doit rappeler aux jeunes qui nous suivent que l'immigration a été initiée par l'Europe. Avant la crise de 1974, c'est eux-mêmes qui venaient parmi les parents Halplar et Sarakhole pour qu'ils fassent les travaux domestiques et ménagers. On doit se rappeler d'un film que j'aime bien de Semoun Ousmane, Le Mandat. On voit bien que tout ce qui était ébouré étaient des Africains. Et ces Africains sont venus à la faveur d'une conquête, disons, et d'une invitation, entre guillemets, des Européens. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, vous disiez tout à l'heure que chacun a une responsabilité. Et que les jeunes aujourd'hui, s'il y avait du boulot, ils seraient sur place et ils ne s'aventuraient pas à faire ces actes qui, évidemment, les exposent à ces ignobles pertes de vie, mode de perte de vie. Mais aussi, cette dignité, quand on en parle, il faut que les États africains donnent aux jeunes et aux citoyens le sens de la dignité. Je donne un exemple. Il est bien vrai, il est bien beau qu'on ait eu l'idée de renvoyer les Français et de dire la base de notre base. Mais pour la crise de l'eau, SDE, on est allé en France chercher un tuyau. Pour l'incendie de Sandaga, on a appelé les Français. Pour les pêcheurs de Gendar, on a appelé les Français. Si un État n'est même pas capable d'assurer la sécurité de son propre territoire, des citoyens, ça pose un problème. À 35 à la longue, de gomme ce bop, mais tu crois que toi, mieux faire. Ça, c'est important. Pour réagir sur mon cher ami Zemmour, on se connaît un petit peu à distance à travers la sphère française, sphère politique française. Il est toujours cocasse de voir un fils d'Algérien jouer à l'arien, jouer le roi plus que le roi lui-même, être plus royaliste que le roi en France, parler d'envahisseur alors qu'il n'est pas là en France depuis si longtemps. Il y est né, mais ses parents sont venus comme d'autres aussi en réalité. Mais il y a aussi une analyse de fond qu'on doit avoir et on se doit d'être un minimum dans l'anti-victimisation en ce début du XXIe siècle en tant qu'Africain. Comme l'a dit très justement le professeur, on ne peut pas nier, et comme l'a dit en partie Zemmour, nos élites et nous autres Africains, on a une responsabilité dans le fait de laisser croire, en tout cas ceux qui sont les nantis, que l'Europe, c'est le paradis sur Terre. Que l'Europe, c'est la seule solution pour que l'on puisse s'en sortir. Que l'Europe, c'est notre jardin d'Éden, alors que sur le continent africain, nous avons quelque part notre jardin d'ébène, si on est capable de pouvoir travailler le sol qui est sous nos pieds. On doit aussi avoir cette acuité, cette capacité à accepter qu'il y a, de part et d'autre, en Afrique, il y a ce qu'on appelle, moi je les appelle les co-contractants de l'impérialisme, que sont nos élites certes, mais il y a aussi l'oligarchie d'Occident, qui par ce procédé du dumping social aspirent les nôtres, font venir les nôtres. C'est une classe apatride politique qui est à la tête de ces États et qui au final rend apatride aussi nos dirigeants qui, en échange d'un certain nombre de biens et de promesses, se laissent corrompre sur ce terrain-là. Donc il y a une responsabilité bicéphale et il y a une responsabilité aussi de notre population de toujours penser que le paradis est sous les pieds des autres au lieu de comprendre qu'on est sous un paradis ici. Zemmour fait son travail. Il faut qu'on soit clair. Je ne prendrai jamais au sérieux quelqu'un qui oublie d'où il vient lui-même. Mais il a parfois raison. Il faut dire la vérité, il a parfois raison. Il oublie simplement que c'est un fils d'Algérien, ce n'est pas un Arien. Quand on voit sa tête, il ne ressemble pas aux Ariens ni aux Scandinaves. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et c'est toujours marrant de l'entendre sur ce terrain, mais sur la critique de fond, sur la critique antimondialiste, il faut qu'on soit
capable d'accepter que ce qui s'est passé à Lampedusa n'est pas le fait de méchants blancs, c'est aussi le fait de corrompus à la tête de nos États qui font oublier que le paradis se trouve sous nos pieds. Il faut qu'on ait la capacité de le dire. C'est mon point de vue. Donc, Zemmour fait son travail, nous on fait le nôtre. Il est temps qu'on ait cette capacité aussi à propager un message de dignité, un message d'affirmation de soi, un message de fierté de soi, et comprendre qu'on ne va rien gagner en Italie. Laisse Guy continuer, ça voilà. Alors, nous allons toujours rester avec les médias français, et notamment le magazine satirique Le Canard enchaîné, qui a écrit un article sur notre ami Kémy. C'est bon. Voilà, on voit que l'article Kémy vous accuse d'antisémite. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous savez, il y a aujourd'hui, on vit une période de crise où tous les dissidents, tous les résistants à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, lorsqu'ils ne suivent pas la ligne atlantiste, la ligne mondialiste voulue par les élites d'Occident ou même du continent africain, sont taxés de tous les maux, de radicaux, d'extrémistes, de fascistes, etc. Parce qu'ils sont dans une démarche d'enracinement et ne veulent pas être babylonisés par un système qui veut nous faire perdre nos identités. Le Canard enchaîné, c'est dommage qu'on parle dans leur phase de la publicité, ce qu'ils ne le méritent pas, mais à la limite, tant pis. Journal satirique en faillite, comme l'explique bien souvent le docteur Salim Laïbi, spécialiste du nouvel ordre mondial, s'attaque à ma personne simplement parce qu'il voit que notre message de panafricanisme, de construction, et non plus simplement de panafricanisme d'indignation. En plus, le caricaturiste, il t'a pas raté là. Oui, mais regarde la tête qu'il m'a fait, regarde, je suis quand même plus beau que ce qu'on voit là, tu vois. Donc ils veulent vendre du papier, ils attaquent. Il n'y a pas que moi qui ai été attaqué, il y a mon frère Dieudonné et ami Dieudonné qui a été attaqué, il y a mon camarade Alain Soral qui a été attaqué aussi. Je prends ça comme une médaille parce que ce sont des journaux qui sont à l'heure actuelle au service du pouvoir et qui ne sont plus du tout en phase avec la démarche du peuple. Et c'est pour ça qu'on est plus écoutés et plus regardés, nous autres dissidents, panafricains ou autres, que ces journaux qui ne sont plus lus par personne. Quand ils disent un cas sérieux, KA, c'est pas parce que tu t'appelles K, mais c'est parce que ça fait... Parce que j'ai dirigé la tribu. J'étais le fondateur de la Tribu K, une organisation qui défendait le droit des Noirs, qui a été interdite par Nicolas Sarkozy. Et donc un cas sérieux parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une tournée, en fait ils font le papier sur la tournée que j'ai fait cette année où il y a eu un nombre record d'affluence un petit peu partout où on a fait nos conférences et ça les inquiète parce qu'ils auraient voulu qu'on fasse le Yabon Banania, le noir qui fait du tam-tam, le noir qui est bon pour Zouk Love, pour faire du Dombolo. Je sais le faire aussi mais je le réserve à ma famille et je pense que c'est ça qui ne leur plaît pas. Mais quand même, voilà. Kémy, certaines pensent du bien de vous. Ouais. Il s'agit du député Laurent Louis du Parlement belge. Donc, voici un petit extrait, si on peut avoir la régie. La moindre parole légèrement suspicieuse, même dénuée de tout racisme, peut être aujourd'hui condamnée et condamnable. Nous avons eu l'expérience de telles institutions en France avec SOS Racisme. Et comme disait Jean Baudrillard, SOS Baleine a pour mission de sauver les baleines. SOS Racisme n'aurait-il pas pour mission de sauver le racisme? Et mes amis, l'humoriste Dieudonné et Kémy Séba, le panafricaniste talentueux, ont su mettre en lumière cette arnaque de l'antiracisme. Ce commerce de la pleurnicherie institutionnalisé et mis sur pied par nos pays, non pas pour éradiquer le racisme, mais bel et bien pour l'entretenir. Et je demande aux citoyens de faire eux-mêmes leurs recherches à ce sujet pour qu'ils s'en rendent compte. On ne peut pas forcer les gens à en aimer d'autres. C'est ridicule. Et comme le dit Kémy Séba, c'est par l'autodétermination que l'on impose le respect, non en vivant comme une victime. Il faut donc que les étrangers de Belgique soient dans une logique d'autodétermination, d'anti-victimisation et de virilité pour imposer le respect. Et ce n'est pas en quémandant le respect que celui-ci vient à vous, c'est en ayant un comportement exemplaire, sans faille, que l'on évite de se faire marcher dessus. Voilà, l'extrait. Donc, faut pas se plaindre autant. Non, je ne me plains pas. Comme il y a un Français qui n'est pas algérien qui vous défend. C'est un Belge. Un Belge, oui, un Belge qui n'est pas algérien qui vous défend. Donc je pense que c'est un camarade. C'est un camarade de lutte en plus. Et je profite de cette tribune pour lui adresser mes respects. Mais ce dont il parle là rejoint ce dont on parlait par rapport à Lampedusa. C'est qu'il ne faut pas laisser une élite qui veut jouer le rôle du gentil, mais qui nous instrumentalise comme crash test à sa politique mondialiste, qui joue au yo-yo, qui nous dirige dans tous les sens, pour créer des tensions avec d'autres populations. Lorsqu'il y a le drame de Lampedusa, qu'est-ce que ça crée? Ça accentue, de l'autre côté, le racisme vis-à-vis des prolétaires occidentaux, européens, qui eux-mêmes n'ont rien comme nous. Ça accentue les tensions et les frustrations de notre côté, parce qu'on se dit qu'on est encore
une fois l'objet de racisme de la population occidentale, alors qu'en réalité, il y a des gens qui nous déportent en réalité par cette démarche du dumping social, qui nous font croire que le paradis est là-bas. Et ça rejoint cette notion d'antiracisme. Et je pense qu'il faut véritablement qu'on fasse là aussi un audit sur cette réalité, cette réflexion politique-là. Pour terminer cette première partie, oui. Oui, mais je vous remercie. C'est des moments, je me suis délecté parce que c'est des interventions pertinentes et je crois qu'on a échangé. Le piège a bien fonctionné. On m'a fait attendre, on m'a fatigué, on m'a posé des questions. Donc c'est tactiquement, bon, j'apprécie quoi. Voilà. Mais moi, je réitère mon rêve, hein, qui peut être aussi le vôtre. Moi, j'ai dit que mon rêve est de voir Grand Rendez-vous à Saint-Louis. Je vais voir les Saint-Louisiens. Mais il faut délocaliser. Hein? Donc vous êtes dans votre confort doué à Dakar, mais il faut aller à Thiès, à Dakar, à Hambourg. Et je vous invite à Saint-Louis, je verrai mon maire et toutes les personnalités de Saint-Louis pour vous inviter là-bas. À l'américaine, vous venez avec vos moyens, on va amener des personnes de ressources. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, c'est le cas Kémy qui met fin à ma revue de presse de ce soir. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, nous remercions vraiment le professeur Sy d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu depuis Saint-Louis, rien que pour participer à cette invitation. Nous allons revenir tout à l'heure avec nos amis Madame Yayami Sek et Abdoulaye Diop pour la deuxième partie, en compagnie de Sensei Alunsar. À tout à l'heure, Charles.